Élections locales, régionales, quel candidat pour les partis politiques? Davis Oyo plante le décor. Alors je vais prévenir les uns et les autres. Si j'attrape des gens qui manipulent les militants pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. La mise en garde du président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara, aux militants de son parti, est un discours répété dans l'ensemble des formations politiques en compétition. Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, Front populaire ivoirien et Parti démocratique de Côte d'Ivoire ont également tenu un langage ferme, invitant les militants à respecter la discipline du parti. Selon les observateurs, les candidats indépendants issus des formations politiques sont le fruit des choix qui ne reflètent pas la réalité du terrain. Sur le terrain, le RHDP est en partenariat avec le FPI, le PPACI en alliance avec le PDCI et le MGC de Simone Gbagbo. Le MGC sera aussi un allié du PDCI dans certaines régions et localités du pays. Des alliances qui remettent en cause le choix déjà porté sur des candidats. À moins de 2 mois du scrutin, l'heure est à la présentation. L'idée, inviter les militants à faire bloc autour des candidats afin de conduire leurs différentes chapelles politiques à la victoire au soir du 2 septembre prochain. Merci Davis Oyo. Messieurs, rendez-vous le 2 septembre prochain pour les élections locales et régionales. Nous notons des grincements de dents, des mécontents à l'intérieur de tous les partis politiques en réalité. Félix Boni, un commentaire? Cela participe de la démocratie et la démocratie commence déjà à l'intérieur des formations politiques. C'est le président de la République, Alassane Ouattara, même qui le disait il y a 5 ans de cela, que les candidatures indépendantes, c'est une référence de démocratie à l'intérieur des partis politiques. Et même, il ira même plus loin en disant que c'est une sorte de vitalité des partis politiques. Alors s'il y a des candidatures qui se suscitent en indépendance, cela veut dire qu'effectivement, il y a une sorte de vitalité dans les partis politiques. Il y a beaucoup de gens qui se sentent compétents pour éventuellement rapporter des sièges à leur formation politique. Et est-ce qu'on pourrait éviter les indépendants? Alors, il y a 2 sortes d'indépendants aujourd'hui. Quand on parle d'indépendants, il y a les indépendants côté PDCI, PPACI et les autres formations politiques, parce qu'il y a le MGC également qui a des candidats. Et puis, il y a des indépendants par rapport au RHDP. Quand on prend le RHDP qui a des candidats sur l'ensemble du territoire national, contrairement au PDCI et au PPACI, il y a des indépendants qui sont du RHDP et qui sont indépendants candidats contre des listes du RHDP dans des localités où il n'y a pas d'adversaire. Ces indépendants, s'ils gagnent les élections, reviennent carrément au RHDP. C'est une compétition saine entre, je ne dirais pas fratricide, puisqu'il n'y a pas d'adversaire. C'est adversaire en interne. Là où c'est un peu dangereux, c'est là où il y a des candidats PPACI, PDCI, et qu'il y a des indépendants qui peuvent gêner le candidat du RHDP. Par contre, au niveau du PDCI et du PPACI, les indépendants constituent une menace parce que sur l'ensemble du territoire, le RHDP a des candidats. Donc tout indépendant peut systématiquement réduire les chances des partis de l'opposition par rapport aux partis au pouvoir qui a des candidats un peu partout. Voilà un peu cette part qu'on peut faire par rapport à tout ce qui est constitué une sorte de bouillonnement normal dans la vie d'un parti politique. Bouillonnement normal dans la vie d'un parti politique, professeur Dion? Oui, je partage entièrement l'avis de... Mais je voudrais vous entendre. La politique, c'est de l'animation. Et au sein d'un parti politique, il y a la volonté, pour beaucoup de cadres, de se faire élire aussi. Parce que ça vous donne une mainmise sur votre région. Et de cette façon, vous pesez. Non seulement sur le parti, mais vous pesez. Vous pouvez vous vendre mieux. Même quand vous voulez lâcher votre propre parti, vous pesez. On peut parler avec vous. Donc, le fait de se faire élire, c'est fondamental. Seulement, là où il y a sélection, il y a toujours possibilité de frustration. Parce qu'il faut choisir entre 3, entre 4. Chacun considère qu'il est un bon candidat, qu'il a le soutien du peuple. Ce n'est pas facile d'organiser des primaires pour que cela puisse départager tout le monde, comme ça se fait dans les grandes démocraties bien organisées, parce que les militants n'ont pas toujours leur carte, parce que c'est le cadre qui est le plus, disant, financièrement parlant, qui offre les cartes aux militants. Donc, on met de côté les primaires. Après, c'est le parti qui doit décider. Or, une fois que le parti décide, il y a forcément des gens qui sont lésés. Alors, Lansini Bakayoko, des candidats ou des candidats potentiels sont lésés. Votre commentaire là-dessus, votre regard? Oui, c'est tout à fait logique, puisque le procès a dit partout où il y a sélection, il y a forcément des non-retenus. Donc, moi, je pense qu'ici, la problématique qui se pose, c'est
la question de la discipline du parti. Moi, je pense que quand on est dans une organisation, il faut en respecter les règles. C'est vrai que dans le milieu politique, les égos sont surdimensionnés et donc chacun voit le soleil devant sa porte et c'est des gens qui, beaucoup de fois, ne s'accommodent pas de la discipline du parti. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie des indépendants dans les partis politiques. Vous avez vu, le président a été menaçant, lui qui a les manettes du pouvoir. Oui. Il l'a menacé dans son propre camp. Le président Bédié en a fait autant. Le président du PPACI aussi a dit qu'il serait intraitable vis-à-vis des indépendants qui seront considérés comme disons, des adversaires. Donc je pense que la question des indépendants ne pourra pas être résolue cette année et peut-être dans les années futures. Parce que le problème qui se pose aussi, c'est qu'il y a peut-être la discipline qui peut être formelle, mais il y a aussi des alliances qui sont informelles, qui vont se passer dans les partis. Et le président, je pense qu'il a bien pris la mesure de ces questions, puisqu'il a dit que ceux qui vont aller soutenir des gens en soumet ne seront pas tolérés. Donc je pense qu'actuellement, la question des indépendants, ça reste vraiment un casse-tête chinois pour la classe politique. Valentin, casse-tête chinois pour la classe politique, est-ce que vous comprenez ce ton vraiment ferme des différents responsables politiques à l'endroit de leurs candidats? Moi, ça me pose un problème, le fait qu'on en soit aujourd'hui aux menaces proférées contre les indépendants, parce que ça montre au moins une chose, c'est que les uns et les autres sont bien conscients que les processus de sélection ne sont pas exempts de reproches. Ce qui me semble être un préliminaire pour pouvoir traiter la question des indépendants en amont, c'est de faire en sorte que les critères de sélection des candidats soient des critères objectifs, acceptés par tous. Le professeur a parlé tout à l'heure, par exemple, de primaires dans des grandes démocraties. Il faut bien qu'on en arrive à des sélections dans le cadre d'élections primaires où chaque candidat vient, il se frotte donc au suffrage des populations de cette localité concernée pour qu'on puisse en ressortir quelqu'un. Bon, tout ceci, au moins, ça restreint. Je ne dis pas que ça va totalement éliminer les velléités de candidatures indépendantes, mais ça restreint le nombre de candidats indépendants. Il y a la discipline du parti qu'il faut, certes, il faut compter avec la discipline des partis quand on parle de démocratie bien structurée. Les indépendants, bon, ça prouve qu'il y a des courants au sein des partis, qu'on est sorti, on va dire, définitivement de l'ère des partis uniques, des positions uniques au sein des partis, et que des gens sont même prêts à remettre en cause l'autorité du chef pour pouvoir... Mais tout ceci, c'est vrai, c'est une vitalité, mais il faut qu'on arrive à un autre stade, et ce stade avancé, c'est qu'il y ait au moins des primaires. Mais encore une fois, les primaires n'évacuent pas complètement la question des indépendants, mais au moins ça modernise le processus. Ça modernise, oui, Félix. Justement, j'abonde dans le même sens pour dire qu'au contraire, pour parler de discipline, mais la discipline va avec les règles. À quel moment parle-t-on d'indiscipliné ? On dit d'un individu qu'il est indiscipliné lorsqu'il ne respecte pas les règles. Or, les règles de ces formations politiques, c'est qu'il y a des primaires. Vous avez parlé des grandes démocraties. Quand on regarde ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, lorsqu'il y a des élections, dans les formations politiques, il y a les primaires. Après les primaires, vous voyez que le candidat qui est battu se range et ils vont en campagne ensemble pour que le parti gagne. Et je crois que les primaires vont permettre effectivement de résoudre ce problème à la base. La discipline, ce n'est pas aussi la dictature des dirigeants du parti. C'est cette forme de dictature qui a vu naître certaines formations politiques comme le RDR, qui aujourd'hui est la grande formation politique du RHDP au pouvoir. Parce qu'à un moment donné, on a étouffé certaines personnes qui ne pourront pas rester comme ça dans une ambiance où on les regardait un peu comme des indisciplinés, sont allés créer une autre formation politique. Il faut laisser tout le monde s'exprimer. Et la meilleure façon de laisser tout le monde s'exprimer, c'est d'aller consulter la base. Et la base, c'est les primaires. Alors moi, j'ai une question pour tous les quatre. On parle dans certaines formations, comme le PPACI, pour ne pas le citer, de code de bonne conduite et un rappel qui respecte l'engagement qu'ils ont librement pris. Professeur Dion, quand on est face à cette réponse, qu'est-ce qu'il faut dire? Code de bonne conduite signé librement par les candidats qui aujourd'hui sont mécontents. Ça renvoie forcément à la question du respect de la parole. Il y a eu un code de bonne conduite, parfois même une déclaration sur l'honneur dans certains partis politiques vous demandant de respecter la décision du parti.
ou du comité électoral. Mais une fois que c'est fait, vous trouverez forcément des candidats qui vont estimer qu'ils ne respectent plus leurs paroles. Pourquoi? Parce que, Valentin l'a dit, il y a toujours des clans dans un parti. Quel que soit le parti, a fortiori le parti au pouvoir. Autour du chef, il y a des clans. Et chaque clan veut avoir aussi ses hommes dans des régions pour peser auprès du chef. La grande question que moi je me pose, après avoir entendu le chef de l'État et les présidents des autres partis, même si tout à l'heure on va voir différents niveaux, c'est si quelqu'un s'entête comme indépendant, qu'il va affronter le candidat du parti au pouvoir ou un autre candidat, et qu'à la fin, malgré les menaces, il vous ramène la victoire. Mais ça, c'est déjà vu. Qu'est-ce que vous en faites? Voilà la grande question. Deuxièmement, les niveaux de pression ne sont pas les mêmes. Que le président Bédié demande à un militant indiscipliné de respecter la règle, on apprécie bien la capacité du président Bédié à me contraindre. Que le Pépassi avec Babou le fasse, oui. Mais que le chef de l'État, président du parti, vous demande de respecter la discipline du parti, je crois que là, on y réfléchit à deux fois. Je serai intraitable, dit le président Ouattara, l'enseigné. Oui, voilà. Tout à l'heure, Valentin et Félix Dibi ont parlé de pas de la nécessité, je ne le dirais pas, mais de la possibilité d'organiser des primaires qui peut atténuer un peu la question des indisciplinés. Mais je pense que ce n'est pas... Heureusement qu'ils ont nuancé. Parce que tout le monde sait, il faut contextualiser les élections en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez que la contestation est dans l'ADN des Africains en matière politique. Ce qui fait qu'on sort toujours des élections complètement... Ne nous stigmatisons pas. Moi, je refuse toujours qu'on stigmatise les Africains. Alors, la contestation aux États-Unis, ce ne sont pas les Africains. La contestation au Brésil, ce ne sont pas les Africains. Arrêtons de nous stigmatiser les Africains. On n'a pas que le négatif sur notre continent. Et moi, je ne peux pas laisser passer ça sur un plateau. Qui aime bien châtie bien. Ce que je veux dire, qui aime bien châtie bien. Mais en général, nous sortons des élections complètement abîmées. Ça dit que si un parti politique prend aujourd'hui le risque d'organiser des primaires en son sein, mais il sort complètement abîmé. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de démocratie? C'est une forme de démocratie, oui, c'est ça qui est la démocratie, c'est l'idéal, mais les gens veulent gagner les élections. Parce que si quelqu'un sort vaincu d'un processus électoral en interne et qu'il continue, il a peut-être 6 mois pour pouvoir s'assagir, mais en temps, il joue contre son équipe. Donc moi, je pense que dans le contexte actuel, il y a ce que ça vaut pour l'État. Lorsqu'on parle de raison d'État, il y a dans les partis politiques ce qu'on appelle l'intérêt supérieur des partis politiques. Et la preuve est donnée ici avec le président Afin Guessan. Vous avez vu que le RHDP a dû demander à son candidat putatif qui y était, en tout cas son candidat désigné dans le Moronou, de renoncer à sa candidature pour que Afin Guessan, pour des raisons d'intérêt supérieur du parti, puisse être le candidat autour duquel aussi bien le FPI que le RHDP, dans leur partenariat qui a été tissé, vont s'agglutiner pour pouvoir le porter au pinacle le 2 septembre prochain. Vous pensez qu'il n'y a pas de frustration pour le candidat justement qui s'appelle Nguessan Aoundjon? Valentin, il s'est retiré. Oui, avant d'arriver à la personnification du débat, je veux revenir sur un petit point. Parce que déjà dans un autre contexte, c'est vrai qu'on peut estimer que le contexte peut-être ne s'y prêterait pas. Je parle des primaires au sein des formations politiques. Mais à partir de quel moment va-t-on estimer que le contexte... C'est ça la question. Il faut bien commencer un jour. Moi, je ne dis pas que forcément tout de suite il faut le faire, mais je dis que ça doit participer d'un processus de modernisation à terme de la vie politique. Il faut bien qu'on en arrive là, parce qu'on voit très bien que le processus de sélection interne, ça ne marche pas. Si le chef de l'État lui-même est obligé de monter au créneau pour menacer, très clairement, si j'attrape quelqu'un, ce sont des mots forts. C'est-à-dire qu'il est bien conscient que pour ces élections-là, il y a eu beaucoup de gens qui ont des velléités de candidature parce qu'ils n'ont pas été retenus. Parce qu'à mon avis, déjà, ils contestent même le processus de sélection qui, jusqu'ici, n'est pas très clair. Je ne parle pas seulement du RHDP, je parle des autres formations politiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à des processus de sélection rigoureux qui soient clairs, de telle sorte, encore une fois, ce n'est pas la panacée, ça n'évitera pas qu'il y ait, mais au moins qu'il y ait des indépendants, mais au moins ça atténuera le nombre. Et puis,
il faut dire aussi, s'agissant des indépendants, il y a deux qualités d'indépendants. Il y a des indépendants dépendants, qu'on connaît très bien, c'est-à-dire ils dépendent des formations politiques. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ils dépendent des formations, ils sont issus de formations politiques, mais ils contestent leur mise à l'écart par le processus de sélection. Et puis, il y a des indépendants qui, naturellement, vu la place, le jeu politique ouvert, se disent, bon, je ne suis pas d'un parti ou de tel autre, mais je peux me présenter en candidat, je pense avoir des chances d'élection. Alors finalement, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas légiférer pour clore définitivement cette question d'indépendants qui reviendrait par la suite dans les partis politiques enseignés? Moi, je pense qu'il faut nécessairement légiférer, et ça, je l'ai déjà dit. Ailleurs, on légifère. Par exemple, j'ai toujours pris l'exemple du Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas d'indépendants. Ça dit que pour être électeur ou bien pour être candidat, il faut être nécessairement inscrit dans un parti politique. Je pense qu'au niveau de la réforme politique du Bénin qui vient de s'opérer, je pense que ce critère a été intégré dans le processus électoral. Ce n'est sans doute pas la panacée, mais c'est une solution pour éviter les indépendants. Parce que moi, je crois, et Félix ne sera pas d'accord avec moi, je le sais, je connais sa position sur la question, mais moi, je crois que la politique s'exerce dans les partis politiques. Quand on fait, la société civile n'a pas vocation à aller à la conquête du pouvoir d'État. Donc, la société civile peut rester dans son rôle d'accompagnement des institutions de la République, mais la politique, à mon avis, s'exerce uniquement et exclusivement dans les partis politiques. L'enseignant disait que vous ne seriez pas d'accord. Il le savait très bien, parce qu'il sait que le Bénin qui cite un exemple à un président qui n'était issu d'aucune formation politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas restreindre le champ politique uniquement. Et là, nous parlons d'élections locales. Ce n'est pas d'élections politiques. On peut encore l'accepter pour les élections législatives, mais pour les élections locales, c'est des élections pour le développement des localités. Il faut permettre à tout le monde, tous ceux qui en ont les aptitudes, les capacités de pouvoir se présenter à ces élections. Et il ne faut pas restreindre la démocratie à une légifération qui empêche des gens de pouvoir s'exprimer. Tout à l'heure, on parlait tantôt de ces questions, de la sélection. Mais il y a une nébuleuse autour de la sélection des candidats dans les formations politiques. Ce que les gens appellent l'opération Hibou. Alors moi, j'ai reçu Opération Hibou. C'est-à-dire des gens qui ont une suffrage financière assez bien posée vont vous payer leur candidature au nom de la formation politique. Vous avez des preuves? Alors il y a des gens, ça dit, mon frère Racine Bakayoko est un candidat désigné et il se trouve que la nuit, quelqu'un va payer et le surlendemain, le nom de Bakayoko ne figure plus dans sa localité et c'est un autre nom qui vient. Félix, vous avez des preuves, vous avez des éléments de preuve? Le chef de l'État a parlé des manipulateurs. J'en ai reçu des candidats victimes de l'opération Hibou. Et que nous avions dénoncé dans mon journal à l'époque et qui ont pu retrouver leur candidature. Et ça fait que... Mais diantre, quels sont les critères sur lesquels quelques personnes s'enferment pour dire que c'est telle personne qui est le meilleur, telle personne qui est le meilleur? On est dans des élections locales. Les élections se passent dans les régions. Il y a des secrétaires départementaux, il y a des militants, ils savent qui est mieux placé, qui vient chez nous, qui vient au village, qui investit, qui est proche de nous. Parce qu'après tout, une élection, c'est un candidat ou un groupe de candidats face à un public qui les connaît et qui se retrouve, j'allais dire, en ces personnes. Ce n'est pas à la tête, à la direction du parti qui sait qui est mieux placé dans sa région pour pouvoir gagner les élections. Si c'est le cas, ceux qui ont de l'argent pour toujours aller payer, corrompre dans l'opération Hibou, vont toujours devenir candidats. Et il y a des gens qui se sont battus pour leur formation politique, qui se sont sacrifiés, qui ne seront jamais candidats. Alors, Valentin, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Je veux dire, il y a au moins ces deux plaies qui affectent le processus démocratique en Afrique subsaharienne, notamment dans la zone francophone, depuis les fameuses conférences nationales du début de la décennie 90. Eh bien, ces deux plaies, la première déjà, c'est l'irruption, c'est vrai qu'on le voit aussi aux États-Unis, l'irruption de l'argent sur la scène politique, mais chez nous, c'est l'achat de conscience. Il y a deux choses qui biaisent totalement le jeu politique. Vous avez l'achat de conscience, des gens qui ont beaucoup d'argent, donc ils investissent, c'est un investissement qu'ils font en politique. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas en politique véritablement pour servir le peuple comme ça doit l'être. Mais il y a cette plaie-là, et puis il y a l'autre plaie qui est certains l'appellent le vagabondage électoral. La transhumance? La transhumance et autres. Donc quelqu'un est élu sous la bannière d'un parti et après, bon, c'est juste stratégique, après une fois qu'il est élu. Et je pense qu'en mettant en place des règles, en légiférant,
comme dit Bakayoko, en légiférant sur certaines choses. C'est vrai qu'il y a toujours, chaque médaille a son revers, hein, mais je pense que le moindre mal serait aujourd'hui qu'on puisse légiférer pour assainir les mœurs politiques. Parce que tout ce qui vient par la suite, les contestations violentes qui aboutissent même à des coups d'État, c'est dû justement au fait qu'à la base, le jeu politique est vicié. Et quand le jeu politique est vicié, la seule façon que trouvent certaines personnes pour pouvoir le dévicier, entre guillemets, eh bien, c'est la contestation violente. Alors, on est obligé de recourir à toute une flopée d'instruments pour pouvoir arrêter les causes, pour pouvoir arrêter ce qui est arrivé, alors qu'il faut déjà agir sur les causes à la base. Et moi, je pense qu'il faut légiférer non seulement pour qu'il y ait de moins en moins d'indépendants qui font irruption sur la scène politique, parce que ça aussi, en sciences politiques, ça a une origine, hein, c'est-à-dire que l'irruption de la société civile n'est pas un fait fortuit, c'est justement dû généralement au fait que le jeu politique, dans les formations politiques, certains font du carriérisme politique et ça devient comme une nébuleuse. On n'y accède pas sans avoir l'écho des autres et de certaines personnes sont obligées de se battre comme elles peuvent pour arriver sur la scène politique. Il faut éviter ça et éviter la transhumance politique également qui donne une idée très, très négative hein, dans l'opinion de l'homme politique. Très bien. Alors, juste, on a quand même suivi le président de la CEI à rencontrer les partis politiques il y a quelques heures concernant la liste électorale provisoire. Est-ce que vous pensez que cela peut faire baisser quelques tensions qu'on voyait ici et là, puisque vous parliez de contestation, mais on parle de la liste électorale provisoire de l'Anciné? Moi, d'abord, je pense que ça devrait faire baisser la tension. Mais fondamentalement, moi, j'ai toujours pensé que les attaques contre la CEI étaient des dilatoires. C'était des manœuvres politiciennes pour pouvoir discréditer cette institution et prendre à témoin sur une éventuelle débâcle au soir du 2 septembre. Donc, je pense que ce n'étaient pas des critiques tout à fait sérieuses. Et tout naturellement, je les ai entendus, tous étaient d'accord avec le processus. Ils ont tous dit, on a compris, tout se passe bien. Et même les plus irréductibles en étaient maintenant à féliciter le président de la CEI. Mais moi, je vais faire une petite digression. Par exemple, au niveau du fait de cataloguer ou bien si tu veux d'embrigader les militants. C'est vrai que même au niveau des institutions, ça va être difficile, mais même au plan informel, ça va être difficile. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je viens de Grand Laou ce week-end. Oui. Mais dans cette ville, il y a des militants du PPACI, des militants du PDCI, parfois même du COGEP, qui sont alignés derrière le candidat du RHDP, Ali Sissoko. Voyez-vous, donc ça veut dire que, de façon naturelle. De façon naturelle, ils estiment que c'est le meilleur profil et donc ils se sont directement alignés derrière M. Ali Sissoko et porter sa candidature. C'est ça les élections locales. Porter sa candidature. Des personnalités. J'ai vu, après, il y a une assez respectable mobilisation autour de lui. Ça dit que tous les clichés se cassent et les gens vont maintenant dans le réalisme. Donc je pense qu'il va être difficile d'embrigader les candidats dans une sorte de secte et les maintenir sur l'alignement des partis politiques. Mais je pense qu'à l'avenir, et même les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire doit penser à légiférer parce que je pense que la politique, c'est aussi une vision. Vous ne pouvez pas, pour des raisons opportunistes, vous aligner derrière un candidat alors que vous ne partagez pas sa vision du développement, sa vision de la politique. Je pense que cet opportunisme-là, on peut venir à bout en légiférant et en empêchant les gens de faire du vagabondage, comme Valentin l'a dit, du vagabondage politique. Je crois vous êtes tous d'accord plus ou moins sur cette question de la... Vous n'êtes pas d'accord, professeur? Non, pas que je ne sois pas d'accord, mais encore que... Oui. Il est important que nous sachions quelle est la vision de chaque parti politique. Ce débat-là, est-ce qu'il existe véritablement dans nos pays? Prenez un militant du PEPACI, demandez-lui quelle est l'idéologie de PEPACI aujourd'hui et qu'il vous parle de l'ambition de ce parti. Même le RHDP. À la limite, le plus instruit, il va vous réciter pratiquement la Côte d'Ivoire solidaire. Ça s'arrête là. Les gens ne savent pas où on va. Il faut leur dire, on a créé ce parti pour avoir telle vision, pour se donner telle mission pour telle Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, il y a de l'intérêt et les gens vous suivent. Mais les gens militent aujourd'hui dans les partis politiques, ce n'est pas tellement parce que c'est une question de vision. Vous pensez qu'ils ne lisent pas tous?
Pas toujours. Et sur ça, je ne suis pas satisfait parce que les partis eux-mêmes ne font pas l'effort nécessaire pour instruire, pour éduquer leurs militants. Exact. Et Deuxièmement, il faut revenir sur ce que Valentin dit. La financiarisation de la politique. Ça se développe sur la précarité. Les gens n'ont rien. Mais ils préfèrent suivre celui qui, dans le temps de l'élection, va leur apporter 50, 60 000 francs au lieu d'aller avec le délégué du parti qui, lui, ne fait jamais rien. Voilà comment les gens réfléchissent. Et à partir de là, lorsqu'on va légiférer, notamment sur cette financiarisation de la politique, sur comment on fait la politique, sur combien de francs on doit engager dans une campagne politique, parce que le type qui a mis 200 millions dans une campagne pour être maire, mais quand il est maire, il faut qu'il rattrape son argent. Absolument. Il devient un maire d'affaires. Exact. Il va vendre tous les terrains de la ville. Et puis, il entre dans une logique où, mais il est dans l'économisme à outrance. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder pour qu'il y ait enfin en Afrique une éthique en politique. Seule l'éthique politique peut nous permettre d'aller vers les objectifs que nous recherchons. Une éthique politique. Alors, monsieur, je vais vous demander, c'est des élections régionales et locales qui sont des élections de proximité. Quels sont, selon vous, les points chauds à Abidjan et à l'intérieur du pays? Parce que tout le monde pense à Abidjan, Cocody, peut-être le plateau, mais et à l'intérieur du pays, quels sont, selon vous, les points chauds? Qui se lance? Mais les points chauds, il y en a suffisamment. D'abord, il faut noter que... Les plus chauds. Les selon plus vous, chauds, il faut noter que Bien pour sûr. ces élections régionales, rien que pour les régionales, on a 9 ministres et 3 présidents d'institutions qui sont candidats. Oui. Alors, partout où ils sont candidats, c'est des points chauds. Parce qu'un président, vous avez à Kawele, à Boasso, vous avez le président Aoussou Jano dans le Bélier, vous avez le premier ministre Patrick Hachi qui va affronter l'ancien ministre des Mines et Énergie, Monet Léon, à Azopé. C'est des points super chauds. Alors, vous voyez que toutes ces 3 grandes personnalités qui vont affronter d'autres personnalités ne se voient pas en train de perdre ces élections parce que vous perdez ces élections avec tout le poids que vous avez, le poids financier, le poids institutionnel, c'est vraiment de gros chocs. En dehors de ça, il y a d'autres ministres également qui sont candidats. Vous avez Kiaba Laurent qui va se retrouver à Makori avec Laurent Abi, Raoul Abi. Vous avez Mme Annou Lotte qui se retrouve avec Hubert Oulaye dans la région de Cavali. Tout ça, ce sont des points chauds, mais mieux Ma question, dans le Moronou. ma question, Félix, je vais repréciser. Oui. Quand je parle de points chauds, ce n'est pas par rapport aux hommes. Ah, c'est-à-dire que les villes, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai dit donc le plateau ou Cocody, ce n'est pas les hommes, c'est l'ambiance. Je parle de l'espace, oui, et de l'ambiance qui pourrait prévaloir. Et non les candidats... Moi, je ne vois pas de point chaud. Moi, je pense que ces élections vont se dérouler le plus simplement possible. Là, ce qu'on pense être chaud, c'est la période préélectorale, c'est l'ambiance préélectorale. Mais les élections vont se passer de façon aussi calme qu'on ne le croit. Ce sont des candidats dans les points... Ah oui, c'est sûr. Tel qu'on a eu les élections législatives où on n'a eu aucun bulletin déchiré, je pense qu'on aura des élections locales aussi calmes. Les candidats aujourd'hui s'agitent pour la campagne, mais au moment où les gens vont aller voter, ce seront les voix, les décomptes des voix. Il faut se préparer pour aller sécuriser ces voix. Mais je ne pense pas qu'il y ait des points super chauds où on pourrait avoir des affrontements. Non, je ne pense pas. Les Ivoiriens sont loin de cela. Alors, je parlais vraiment, je reprise encore, je vous en prie, Lanciné, je parle aussi, en fait, de l'adversité. C'est vraiment ça quand je parle des points chauds. Oui, c'est vrai, il y aura de l'adversité politique. C'est vrai que moi, je ne vois pas l'adversité en termes de pagaille. Oui. Mais je pense qu'il y a quand même des points qui sont extrêmement chauds. Moi, je pense à cette commune même dans laquelle nous sommes, à Cocody ici. Peut-être un conflit fratricide. Mais, conflit fratricide. Oui, une élection fratricide, je vais dire, une élection fratricide. Par exemple, Yasmine Wogné, qui a le soutien fort de son père, qui est un cacique du PDC-RDA. Il y a Yassé, qui lui aussi a le mandat du parti. Et le PDCI, tout le monde sait, c'est le fief traditionnel du PDCI-RDA. Et puis, face à eux, il y a Éric Tabar, qui bénéficie du parapluie du chef de l'État, puisqu'il est un très très proche collaborateur du président Hassan Ouattara. Et il y a d'autres points chauds. Je pense par exemple dans le Guémon. Et encore, ça sera encore des batailles fratricides qui peuvent fragiliser l'un ou l'autre parti. Parce qu'au niveau du Guémon, par exemple, le PPACI est en lambeaux, par exemple. Vous avez vu que le candidat du PPACI
Daniel Bio est contesté fortement par les anciens, les dépositaires même du parti dans la région. Je pense à Wonseibo, je pense aussi à Payi Eloi qui est lui aussi candidat. Donc je pense que c'est vrai, il y aura des adversités entre deux partis, mais les adversités aussi vont être plus fortes entre les indépendants qui sont dans les partis et les partis mères, parce qu'il s'agit là de montrer que notre positionnement était le meilleur et que vous avez eu tort de positionner notre adversaire. Et donc, ces batailles-là, je sais qu'elles seront âprement disputées. Ça existe aussi à Divo, hein, au RHDP. Oui. Alors, oui, mais professeur Dion, je voudrais vous entendre sur cette question, et juste en précisant quand même que pour l'instant, il n'y a pas de candidat. Il y a de potentiels candidats, ou il y a des candidats à la candidature, puisque la commission électorale indépendante n'a pas tranché, et ainsi que le Conseil constitutionnel. Professeur Dion, je vous écoute. C'est pour ça que l'intervention du chef de l'État est assez symptomatique, hein. On dit que la surface de l'eau ne se ride que lorsqu'on y jette quelque chose. Donc, si le chef de l'État est obligé de dire ce qu'il a dit, de menacer les indépendants et de menacer les manipulateurs des indépendants, ça veut quand même dire qu'il a été informé qu'il y a ce genre de manœuvre en cours. Moi, je viens du Tonkpi, qui est un cas assez particulier, où vous avez quelqu'un qui s'était détaché à un moment du RHDP et qui est revenu, mais évidemment, quand vous partez et que vous revenez, en principe, vous n'avez plus de place. Mais il revient, il récupère la place parce que ceux qui avaient été désignés pour effacer ces traces, certainement, n'ont pas pu faire le travail. Mais sur cette base-là, je crois savoir qu'il y a une candidature indépendante qui est en train de d'éclore là-bas. Bon, est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Parce que ceux qui accueillent de nouveau leurs frères qui étaient partis peuvent avoir des velléités de montrer qu'ils sont présents sur le terrain et vouloir manipuler quelqu'un. Est-ce que c'est de ce cas-là aussi, l'un de ces cas, que le président parle? Mais il y a tout ça. C'est pour ça qu'avant que les gens ne déposent les candidatures, oui, le chef de l'État, qui est quand même assez organisé, qui tient son parti, dit aux gens, je ne vais pas tolérer de désordre et je ne vais pas tolérer de perdre des régions où je suis déjà implanté ou alors où je compte m'implanter durablement. Très bien. Alors, on a fait le tour en ce qui concerne les élections locales et régionales. Et comme on l'a dit, il n'y a que des candidats à la candidature. Nous allons donc atterrir à Bissau et nous revenons donc à Davis Oyo. Il évoque le 63e sommet de la CEDEAO. Nous regardons. Le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, élu à l'unanimité, nouveau président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'une des priorités du nouveau président de la CEDEAO est de combattre les coups d'État. Justement, les réflexions autour du 63e sommet de la CEDEAO en Guinée-Bissau ont essentiellement porté sur les dossiers relatifs aux juntes maliennes, guinéennes et burkinabées. Au menu, le respect du chronogramme de sortie de crise, les questions sécuritaires, la fin des missions de la MINUSMA au Mali et la présence de Wagner, non reconnue officiellement par les autorités maliennes. L'idée de la mise en place d'une force militaire sous-régionale a été également évoquée. Objectif, lutter contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO et intervenir si nécessaire dans des États pour rétablir l'ordre constitutionnel. Fin du sommet donc, de la CEDEAO. Commentaire après ce bilan et ces perspectives. Félix Bonny. Je retiens du commentaire qui a été fait que Bola Tinubu s'engage pour essentiellement les questions concernant les coups d'État en Afrique. Et moi, la première réaction que j'ai, c'est que la priorité en Afrique de l'Ouest, dans l'espace CEDEAO, ce n'est pas de mettre une force anti-coup d'État. Le vrai problème qui gangrène l'Afrique de l'Ouest, c'est le terrorisme rampant qui menace les peuples en Afrique de l'Ouest. Alors la CEDEAO, depuis quelques années, a un slogan, la CEDEAO des peuples. Est-ce que ce n'est pas le cas? Si on doit en arriver à la CEDEAO des peuples, il faut regarder ce qui menace les peuples, oui, et non pas regarder, j'allais dire, le positionnement des individus que les chefs d'État se retrouvent pour pouvoir se défendre leur... Je suis contre les coups d'État. Par principe, tout le monde est contre les coups d'État et toutes nos constitutions condamnent les coups d'État. Par contre, il faut prioriser la question de la lutte contre le terrorisme. On a Boko Haram au Nigeria. On a aujourd'hui les djihadistes qui frappent au Niger, au Mali et au Burkina. S'il y a une force à mettre en place aujourd'hui, au lieu de parler d'une force cinétique qui va
être présente pour pouvoir réhabiliter des gens qui seront victimes de coups d'État. S'il y a une force qui est prioritaire aujourd'hui, moi, à mon sens, c'est une force pour pouvoir combattre la question du terrorisme dans toutes ces régions, renforcer ces forces. Parce que moi, je trouve que la CEDEAO ne fait vraiment pas suffisamment pour aider le Mali, le Niger et le Burkina Faso à sortir de cette situation. C'est ça qui pousse ces pays à aller requérir des forces étrangères, extérieures, pour venir les aider à trouver une solution à leurs problèmes. Je crois qu'il faut faire chorus pour régler les problèmes de Boko Haram, les problèmes du terrorisme. Et en ce moment, les peuples pourront, parce que au cours de cette réunion, il y a eu également les questions de libre circulation. Il y a d'autres questions aussi. Tout ça, ça concerne la CEDEAO des peuples. Mais il faut d'abord la tranquillité, la paix de la sous-région. Lansana, pour vous, la priorité, c'est laquelle? Je suis d'accord que la sécurisation de notre sous-région est une priorité, mais je pense qu'une force anti-coup d'État aussi est la priorité des priorités. Parce que, voyez-vous, tous ces pays où il y a des attaques djihadistes, ou en tout cas où le djihadisme s'est métastasé, c'est parce que ces régimes sont issus de processus démocratiques qui ont été interrompus brutalement. Et voyez-vous, c'est des régimes aussi qui ont des fragilités, qui ont des déficits de légitimité, des déficits démocratiques, qui fait que ces régimes n'ont pas toutes les coudées franches pour venir à bout du terrorisme. C'est vrai, on me dira que le Nigeria a connu un processus démocratique, mais qu'il y a du terrorisme. Mais vous voyez bien que le terrorisme est beaucoup mieux maîtrisé dans les pays où il y a un embryon démocratique que dans les pays où il y a des fragilités au niveau du processus de renouvellement des dirigeants. Parce qu'en réalité, quand les gens viennent par coup d'État, la priorité, c'est de se pérenniser. Comment faire pour s'enquister sur le fauteuil présidentiel davantage que d'aller en guerre contre les groupes irrédentistes. Vous avez vu qu'au Mali, quand Aya Sanogo a pris le pouvoir, c'est en ce moment-là qu'on a eu besoin de l'opération Serval, puisque les djihadistes beaucoup plus avaient pignon sur rue. Et vous avez vu au Burkina également, dès lors que le processus démocratique a été biaisé, mais ça a été la porte ouverte au djihadisme. Donc je pense que oui, il nous faut une force pour lutter contre Boko Haram, mais oui, il nous faut aussi asseoir des régimes qui ont en tout cas un crin de légitimité pour pouvoir avoir toutes les coudées franches et venir à bout de ce fléau qui nous menace tous. Professeur Dion, en parlant de légitimité, il y a quand même un calendrier concernant le Burkina Faso, le Mali et la Guinée entre 2024 et 2025. Vous pensez que d'ici là, justement, les choses pourront se stabiliser? Mais tout dépend de ces gouvernements. Tout dépend de ces pouvoirs qui ont pris l'engagement, il me semble, de respecter un calendrier. La CEDEAO nous est nécessaire. Même si on trouve qu'elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, mais aucun État ne peut vivre dans l'isolement. Ce n'est pas possible, a fortiori pour les Africains. Donc, il y a cette exigence de solidarité qui fait que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la CEDEAO, c'est-à-dire l'ensemble des autres pays, on est obligé de regarder ce qui se passe chez l'autre. Parce que si le Burkina sombre, c'est la Côte d'Ivoire qui est en danger. Absolument. Si le Mali sombre, c'est la Côte d'Ivoire qui est en danger. Si les deux pays sombrent en même temps, et la Guinée, mais imaginez dans quel pays on va vivre. Donc, ce qui se passe chez l'autre nous importe parce qu'il y va aussi de notre sécurité. Seulement, ce que les peuples reprochent à la CEDEAO comme institution, c'est que, oui, il faut travailler à la stabilité politique dans nos États. Oui, il faut proscrire tout ce qui est comme coup de force, coup d'État. Mais il ne faut pas mettre de côté aussi les raisons pour lesquelles les militaires font irruption dans le jeu politique. De sorte que... Vous justifiez? Je ne justifie pas. Je dis qu'on ne peut pas traiter le mal si on ne va pas à la racine. Si on ne va pas à la racine. Donc, pendant qu'on lutte contre cette forme d'intervention militaire, il faut en même temps aussi que la CEDEAO travaille à faire en sorte que les pouvoirs légitimes qui existent permettent que la démocratie fonctionne normalement, que les institutions fonctionnent normalement, pour que les gens n'aient même pas une seule raison de sortir de leur caserne pour venir intervenir. Oui, mais, voilà le point important. Mais on ne peut pas à chaque fois dire... Bon, il faut lutter contre les coups d'État, lutter contre les coups d'État. Pourquoi il y a des pays où il n'y a pas de coups d'État? Parce qu'il y a une certaine forme d'organisation politique telle que... Mais vous n'avez aucune raison de vous immiscer dans la vie politique, c'est aussi simple que ça. Oui. Mais si vous donnez des raisons
qui a la force dans un État? C'est l'armée. Si vous leur donnez des raisons d'utiliser la force pour entrer dans le jeu politique, alors que son rôle, ce n'est pas de faire la politique, c'est de défendre le pays, le territoire, voilà où le problème se pose. Donc je pense que la CEDEAO devrait aussi regarder toutes ces conditions pour que de temps en temps, certains chefs d'État qui ne font pas le jeu démocratique, que les autres puissent lui dire, en te mettant en danger, tu nous mets aussi, nous tous. Est-ce que ce n'est pas une forme d'ingérence, Lanciné? Non, moi je pense que ce qu'il dit dans notre contexte actuel est uniquement valable, par exemple pour la Guinée, où on peut peut-être reprocher au président Alpha Condé d'avoir créé les conditions artificiellement pour se maintenir. Mais ce n'est pas le cas au Mali, où il y avait un processus démocratique qui était en cours. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait été élu à la suite d'élections transparentes. Le président Roch Marc Christian Kaboré avait été élu à l'issue d'élections transparentes où il n'y avait pas de contestation. Donc on ne peut pas, dans l'absolu, dire que c'est parce qu'il y a des attentats contre le processus démocratique qui fait que les militaires sont obligés, avec leurs sabots, de venir s'immiscer dans le processus politique. Pour le moment, je pense que c'est des gens qui ont peut-être une certaine soif du pouvoir et qui veulent aussi l'exercer parce qu'ils le voient ailleurs. Donc je pense que... Non, il ne faut pas simplifier. Je voudrais entendre Valentin. Je ne pense pas que ce soit nécessairement... Tu dis plusieurs choses à la fois et tu te contredis. Non, pas du tout. Je voudrais entendre Valentin. C'est une cohérence limpide. Non. Je voudrais entendre Valentin à ce sujet. Prouve-moi que je me contredis. Parce que tu viens de dire tantôt que là où il y a la démocratie, il n'y a pas de terreau fertile pour le djihadisme. Tu viens de parler tantôt d'élections qui est démocratie au Mali, ça n'a pas empêché que nous en soyons là. Et Ibeka est parti parce que les Maliens étaient en train d'être massacrés par le djihadisme. Et ça a changé? Est-ce que ça a changé avec les militaires qui sont venus? Je te rappelle quand Aya Sanogo renversait ATT, les djihadistes n'ont jamais aussi... vient de lever les sanctions contre le Mali. Ça veut dire que les djihadistes n'ont jamais aussi pris du poids de la bête que lorsque Aya Sanogo a pris le pouvoir des mains du général Amadou Toumani Touré. Et actuellement, en dehors des propagandes qui sont distillées, qui donnent l'impression qu'il y a une certaine résistance au niveau du Mali, nous savons bien qu'une bonne partie du Mali est encore, en tout cas, ça n'a pas bougé d'un iota. Montrez-nous aujourd'hui les villes. Pourquoi quand on parle autant, tu ne veux pas qu'on parle à la langue? Mais la CEDEAO vient de lever les sanctions contre le Mali. Ça, c'est du conformisme. Ils sont réunis, ont eu le temps de lever les sanctions. C'est le résultat du Félix Lanciné, je voudrais entendre... Non, on ne va pas laisser Lanciné. C'est son avis et c'est sa liberté. Je voudrais entendre Valentin là-dessus, s'il vous plaît. Bon, moi, mon avis, c'est que, écoutez, la CEDEAO, une force contre les coups d'État, bien. On peut dire que c'est bien. Moi, ça me fait sourire un peu parce que je me demande déjà concrètement comment ça va se faire. Il y a longtemps qu'on parle, que ce soit au niveau même de l'Union africaine, que ce soit au niveau de la région, de forces à prépositionner. Et c'est là qui a de l'argent pour faire tout ça, pour créer ces bataillons et les entretenir. C'est déjà un gros problème. Donc, je ne pense même pas que ça puisse véritablement aboutir à quelque chose concrètement. Un. Et puis de deux, et Félix en a parlé tout à l'heure, c'est une organisation qui a, la CEDEAO, qui a un gros problème de priorité, voyez-vous. Il y a un agenda avec plein de choses à faire qui sont urgentes, qui ne sont pas faites. Et malheureusement, on met toujours, je ne sais pas, c'est peut-être la médiatisation, mais on médiatise davantage la question des coups d'État. Je ne dis pas qu'elle est secondaire. C'est une question qui... Parce que quand même, dans la sous-région, il y en a trois. C'est une question qui est quand même... Il y a trois transitions quand même, dans la sous-région. Mais, comme dit aussi le professeur Dion, il y a des problèmes à la base qu'il faut résoudre, qui sont même parfois à l'origine, notamment les questions de la paupérisation des populations, qui s'est aggravée avec, on n'en parle pas assez, avec la crise de la Covid-19, qui a véritablement, quand vous regardez les rapports de toutes les institutions internationales dédiées à ces questions-là, il y a eu un afflux de pauvres, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou dans d'autres parties de l'Afrique et du monde en développement. Il y a ces questions-là, la Covid est passée par là, le conflit en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie est également passé par là, avec les hausses des prix, l'inflation partout. Les gens ont des gros problèmes existentiels.
le nombre de personnes qui ont des gros problèmes existentiels est élevé. Cela dit, ça n'enlève rien aux efforts que font les États pour améliorer la situation. Mais le fait est qu'il y a ces problèmes qui sont là. Et moi, quand je vois une organisation qui se réunit et qui fait passer ces questions-là véritablement à un rang secondaire, moi, ça m'interroge. Ça m'interpelle et je me demande bien, c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles on avait parlé à l'époque, c'est dans les déclarations de la CEDEAO, passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. C'est ça la grande ambition. Mais est-ce qu'on y va? Lorsqu'on regarde ce qui est fait, il y a un gros hiatus entre les déclarations de principe et la réalité sur le terrain. Et regardez même simplement, même le domaine dans lequel la CEDEAO a fait quand même de grands pas en avant, le domaine de l'intégration, de la libre circulation des personnes. Même là, vous avez libre circulation des personnes, vous avez libre circulation des biens, mais il y a énormément de problèmes avec des réglementations qui existent, qui ne sont pas appliquées. Alors, il y a eu plein de réunions où on parle même il y a des taux de près de 70% des réglementations qui ont été prises pour accélérer l'intégration régionale, qui ont été signées par les différents États, mais ce n'est pas appliqué. Donc je pense qu'il y a de gros problèmes, de gros soucis. Et avant d'arriver à la force contre les coups d'État, il faut déjà parler de la force contre le terrorisme. On en parle depuis un sommet au Ghana il y a 2 ans, où on a parlé de 1 milliard de dollars à ressortir pour créer la force qui va lutter. Où en est-on avec ce projet? C'est ça la question. Alors, la Covid-19 a touché, c'est vrai, tous les États. Et après, il y a eu une gestion prioritaire par pays. Alors là, c'est justement sur cette question de la force, mais surtout du terrorisme. Est-ce qu'entre les États, donc la CEDEAO, il n'y a pas de coopération militaire de pays à pays? Quand je prends par exemple la Côte d'Ivoire avec d'autres pays de la sous-région et d'autres États, indépendamment de la CEDEAO, est-ce que cette coopération n'existe pas? Cette coopération, à mon avis, existe déjà. Parce que, vous savez, même si ces forces opèrent au sein d'organisations internationales comme la MINUSMA, mais quand même, ce sont des forces qui existent. Mais Valentin l'a dit, il y a des problèmes de financement. Mais ce n'est pas tant le problème de financement, à mon avis, qui est le problème. Mais c'est le problème de souveraineté qui est souvent brandi par ces États. Voyez-vous, aujourd'hui, le Burkina Faso qui est en difficulté refuse catégoriquement toute intervention sur son territoire et se contente de recruter des forces volontaires pour aller faire cette guerre à sa place. Je sais bien que ça va poser à nouveau un problème, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 volontaires qui ont été recrutés dans l'armée, disons, pas dans l'armée, mais qui sont des supplétifs de l'armée burkinabé. Mais ça a un coût. Le plus gros problème, oui, c'est la mobilisation des ressources, mais ça peut se régler. Mais il faut d'abord régler la question de la souveraineté. Et comme il y a un lien entre les autorités en place qui n'ont aucune légitimité pour le faire, il va sans dire que ce ne sera pas leur priorité. Vous ne me dites pas aujourd'hui que la priorité du Mali, où le colonel Assimi Goïta clairement veut rester au pouvoir, qu'aujourd'hui sa priorité soit de mettre en place une force qui va aller exercer au Mali. Parce qu'on voit clairement que lui, sa volonté à lui, c'est de chasser tout le monde sur son territoire pour pouvoir faire sa mascarade électorale à huis clos. En 2024, il a attendu. Oui, c'est clairement établi qu'il veut se maintenir au pouvoir. Et ça, disons, c'est la méthodologie utilisée aujourd'hui, chasser tout le monde du territoire. On a vu Takuba parti, on a vu la MINUSMA parti, on a vu d'autres forces parties. Pour qu'il soit tout seul sur le terrain et faire ce qu'il veut faire de son pays. Donc ça, c'est clairement établi. Il faut d'abord régler la question des souverainetés, mais il faut d'abord régler aussi la question de la légitimité des organes exécutifs qui sont à la tête de nos États. Et c'est là que la force, la force en attente est extrêmement importante. Je vous vois sourire, Félix. Mais Takuba qui est parti, Serva qui est parti, la MINUSMA qui s'en va, Bakayoko, on connaît très bien les raisons. Quelles sont les relations entre le Mali avec ces différentes forces depuis que l'armée malienne est arrivée à faire irruption sur la scène politique. Quand un pays en difficulté... C'était des problèmes artificiellement créés par le gouvernement malien pour se donner une raison pour chasser ses forces et organiser des élections complètement à la renverse. Au niveau de Bamako, c'est tout. Ça, c'est la raison fondamentale. Il n'y a pas d'autres raisons. Puisque c'est eux-mêmes qui ont appelé l'opération Serval en 2012-2013.
Ceux qui ont appelé l'opération Serval sont où aujourd'hui? 2012-2013, nous sommes en 2023. Et ceux qui sont là, on est dans un pays qui traverse une transition. Tu connais une transition. Et quand un pays est malade, moi je pense qu'il faut pouvoir les aider, les écouter, les comprendre et les aider à sortir. Aujourd'hui, si la CEDEAO lève les sanctions contre le Mali, ça veut dire qu'il y a une avancée quand même au Mali. Il faut les comprendre. Je crois qu'entre le Mali et la France, il y a quand même un problème. Et quand on sait que la France est le pays qui prend tous les actes au niveau de l'ONU dans l'espace francophone, la MINUSMA étant un organe onusien, il fallait s'attendre déjà à ce que la MINUSMA parte. Moi, j'ai une question sur ça. Parce que le Mali a déjà chassé l'ambassadeur de France, le Mali a chassé le porte-parole de la MINUSMA. Oui. Il fallait s'attendre à ce que la MINUSMA même parte. Et vous avez bien entendu, on a tous entendu les raisons évoquées par, j'allais dire, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Il ne faut pas, de façon péremptoire, croire que peut-être Assimi Goïta... Je crois que la plus grosse bêtise et la plus grande erreur qu'Assimi Goïta n'oserait pas faire et ne devrait pas se permettre, c'est d'organiser cette transition et à la fin vouloir rester. C'est plutôt, à la fin de cette transition, organiser des élections transparentes dans un pays qui a recouvré l'entièreté de son territoire pour que des civils viennent prendre le pouvoir, quitte à ce qu'un jour, comme dans quel cas il n'y aura jamais d'élection au Mali, parce qu'il y aura à croire que Assimi Goïta ne pourra pas conquérir l'entièreté du territoire malien. Si c'est ce qu'on attend pour organiser des élections, je crains bien que ce soit une stratégie d'Assimi Goïta pour pouvoir se maintenir au pouvoir, puisque, à mon avis, il ne pourra jamais exercer l'autorité entière du Mali sur l'ensemble des 1,2 million de Aujourd'hui même, il y a une décision. Il y a une décision aujourd'hui même des groupes armés qui ont démis l'un de leurs leaders pour se rapprocher du pouvoir, pour qu'ils trouvent des formules pour aller à des élections, parce que le processus tel qu'engagé aujourd'hui, il s'y retrouve. Comment tu peux déjà... Félix, je voudrais entendre le professeur Dion et juste préciser que dans aucun pays, les Nations Unies ne peuvent s'imposer. Quand le pays décide qu'ils sortent, ce n'est pas une résolution de la France, c'est le Conseil de sécurité qui se réunit, qui décide, et aucun pays ne peut s'imposer si le pays ne veut pas. Aucune armée, on va dire, ou aucun bataillon des Nations Unies, aucune mission ne peut s'imposer dans un pays quand l'État ne le veut pas. Professeur Dion, je voudrais vous entendre justement sur cette question. Sur la question... Sur les questions. Donc, Takuba, tout le monde est parti. Bakayoko disait qu'Assimi Goïta peut-être souhaiterait se présenter. Et c'est peut-être pour ça que cela traîne en ce qui concerne le Mali. C'est son droit le plus absolu. C'est son droit, c'est un citoyen malien. Donc, auquel cas, il va devenir politique, il va faire la politique. Il sera confronté à la réalité politique, comme d'autres militaires généraux avant lui ont fait la politique et ont été renversés par des coups d'État, à la pratique. Quand on n'a pas fait la politique à ce niveau-là, on pense pouvoir refaire le monde. Donc, il a le droit de le faire. Mon problème, c'est qu'il faut qu'on respecte la souveraineté des États. L'État, il est souverain. Il est libre de dire, venez me soutenir, ne venez pas me soutenir. Ça, c'est clair d'abord. La deuxième chose, il n'y a pas de souveraineté absolue dans un monde où on est nombreux. Donc, vous pouvez dire, moi, je suis souverain, je ne veux pas de force chez moi, je vais seul lutter contre les djihadistes. Mais les pays qui sont limitrophes, quand ils sentent que vous n'avez pas la capacité de contenir l'ennemi et que l'ennemi est en train de tout déstructurer chez vous, avec le risque de venir déstructurer son économie et son espace social, à partir de ce moment-là, je suis partisan du devoir d'ingérence. Parce que votre sécurité est menacée. Et je ne vois pas un pays au monde, même les grands pays, font prévaloir souvent, parfois injustement, le devoir d'ingérence parce qu'il y va de leur sécurité. La CEDEAO, heureusement, est une communauté d'États qui a la possibilité encore de parler avec la junte au pouvoir actuellement au Mali. Il s'agit de les aider à faire en sorte qu'ils sortent d'une situation difficile pour qu'eux se retrouvent avec des autorités légitimes qui pourront réintégrer normalement la CEDEAO et s'appliquer les lois qu'eux-mêmes ont votées en tant que responsables de la CEDEAO. Parce que ce qu'on a remarqué, et c'est peut-être ce qu'il est en train de vouloir nous dire, c'est que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite là, est liberté. Quand ça va bien chez vous et qu'on condamne, par exemple, une situation qui se passe en Guinée, le jour où ça ne va pas chez vous, acceptez qu'on vous applique les mêmes règles. Mais ce n'est pas parce que c'est vous que vous allez souhaiter que non, on va sortir de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas sortir d'une communauté comme ça. Je termine en disant qu'il faut écouter les peuples aussi. Une force d'intervention pour dire ceux qui sont en train de faire un coup d'État à dégager, il faut écouter les peuples. Généralement, un coup d'État qui a été mal ficelé, qui n'est pas accepté, ça ne dure même pas 2 jours.
Il faut écouter les peuples, Valentin. Oui, Eliane, je pense qu'il y a un point fondamental, c'est-à-dire pour que la CEDEAO ait véritablement de l'autorité pour pouvoir parler, être écoutée par des gens, pour pouvoir prendre des décisions qui soient des décisions irréprochables, il faut qu'elle-même, CEDEAO, se donne les moyens d'être un acteur crédible. Un acteur crédible. Ce n'est pas encore le cas. Parce qu'on voit bien qu'il y a parfois des politiques de 2 poids, 2 mesures. Selon qu'il s'agit de tel pays, on réagit de telle façon. Selon qu'il s'agit de tel autre, on réagit de telle autre façon. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour des raisons, parce qu'on n'est pas encore la CEDEAO des peuples, qu'on a la CEDEAO des chefs d'État. Le chef d'État en exercice peut estimer que celui qui est en cause, bon, c'est son ami, et puis bon, essayer d'arrondir les angles. C'est comme ça que la CEDEAO fonctionne? Oui, mais c'est le cas. C'est les États. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu que malheureusement, toutes les institutions qu'il faut pour que la CEDEAO soit un acteur crédible sont là. Elles ont été créées. Vous avez des mécanismes d'alerte précoce et autres qui devraient alerter. C'est-à-dire qu'au moment où nous-mêmes, le commun des mortels, se rend compte d'une situation potentiellement conflictuelle dans un pays, eh bien, ce mécanisme-là est déjà en avance. C'est déjà qu'attention, il y a des éléments constitutifs d'une crise prochaine dans tel pays. Il faut qu'on agisse. Mais on ne voit pas ça sur le terrain. En tout cas, si peut-être qu'ils travaillent dans l'ombre, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne voit pas les résultats sur le terrain. Et tant qu'on ne voit pas des résultats tangibles de cette neutralité extrême de la CEDEAO sur le terrain, ça va toujours porter à confusion et ces décisions seront toujours sujets à débat. Et sur un autre point dont on a parlé tout à l'heure, on parlait de la coopération militaire. Ça existe au plan formel, vous avez même jusqu'au niveau des chefs d'état-major qui se réunissent et autres, mais la question c'est cette coopération n'est pas aussi poussée, figurez-vous, que la coopération même entre les factions djihadistes et autres. Ceux-là, ils ont bien pris le pouls de la situation. Des gens de l'État islamique, de Al-Qaïda et autres arrivent sur le terrain à coaliser leurs forces, à se réunir, alors que les États, eux, en sont encore. Je ne sais pas combien d'années après, plus de 60 ans après, ils en sont encore à des questions de souveraineté. Non, bon, écoutez, alors qu'on est dans une institution communautaire. Est-ce que des forces, on va dire comme on l'entend partout, les forces du mal, est-ce que c'est cet exemple qu'il faut prendre? Ces forces du mal ont-elles les mêmes priorités à gérer un espace? Non, je veux dire que si les forces du mal arrivent à comprendre la nécessité de s'unir, que dire des forces supposées du bien? Ça devrait être le double. Est-ce que vous voyez? C'est ça mon raisonnement. Je veux dire que les États devraient être plus en avance sur ce que font les forces rebelles par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, où il y a une coopération, mais chacun essaie de garder un bout, parce que c'est sa souveraineté qui sera en jeu. Donc je me dis que si on en est encore à ce stade, la CEDEAO a été créée, je crois, en 1975, par là, si on en est aujourd'hui encore à ces difficultés, à ces velléités de souverainisme primaire, eh bien, on ne pourra pas affronter, on ne pourra pas régler durablement la question du terrorisme. J'ai une dernière question pour vous quatre. On va aller très vite. Le président Bola Tinubu, le Nigérian, il est à la tête de la CEDEAO. Il a été intraitable. Votre avis là-dessus, est-ce qu'il va réussir sa mission? Professeur? On l'espère. On l'espère. On lui souhaite bonne chance. Marciné? Moi, je pense que parce qu'il est à la tête d'un État extrêmement puissant et au nom du fait qu'il soit élu démocratiquement, je pense qu'il a aujourd'hui toute la légitimité pour étendre son exemple au niveau démocratique sur l'ensemble de la sous-région. Eliane, il faut que je précise, rapidement, sur le principe de la subsidiarité, c'est vrai que ça, ce n'était pas la CEDEAO, mais quand Aya Sanogo avait pris le pouvoir, la CEDEAO aussi était opposée. Et quand Faure Gnassingbé, en 2005, s'était arrogé le pouvoir après le décès de son père, c'est vrai que c'était lui qui avait frappé du poing sur la table avec le président Omar Konaré, mais sur le principe de subsidiarité, lui s'était fermement opposé, alors que c'est les mêmes critiques qui sont faites à la CEDEAO, qui sont faites à lui, mais lui s'était fermement opposé. On va terminer. Et Faure n'avait pas pu gouverner, c'est Abbas Bonfo qui avait succédé à son père. Merci Lanciné. De toutes les manières, c'est un sujet qui va revenir sur la table. Je voudrais vous remercier, Valentin, je voudrais vous remercier, Félix. Je n'ai même pas pu donner mon avis. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Et je voudrais vraiment, professeur Dion, vous remercier. Vous restez sur RTI1 pour la suite de ces programmes. Dans quelques instants, le JT de 20h, présenté par Fatou Fofana. Bonne soirée.